مشاهدينا الكرام السلام عليكم، مرحبا بكم في برنامج موميد شو. موميد شو اليوم يستضيف واحد مانيش عارف الحق، مانيش عارف علاش لا ماجوريتي نتاع الضيوف ديالي من الجهه الشرقيه. المهم هذا السيد هذا من الجهه نتاع من قبيله الورطاس اللي كتمشي عندهم كيرفعوا لك الراس وكيرحبوا بك ويذبحوا لك الفرطاس ويعطيوك اللوز في القرطاس. يمكن راكم ما عرفتوش شكون معايا السي احمد الورطاسي. السي احمد الورطاسي مرحبا بك. السلام عليكم، شكرا. نهار كبير هذا السي الورطاسي. بارك الله فيك. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, il y a longtemps qu'on n'a pas entendu parler de vous. Bien sûr, vous êtes toujours présent, mais bon, médiatiquement parlant. Oui, médiatiquement parlant, c'est vrai que je ne m'expose pas beaucoup, mais je participe parfois à des émissions quand il s'agit des travaux concernant la commune. D'accord. Comme vous avez, le mois de février a connu un événement assez marquant, c'est celui de 60e anniversaire d'immigration. Un mot là-dessus? Oui, ben justement, je fais partie de ceux qui sont ici depuis 60 ans. Donc en novembre 2024, ça fera 60 ans exactement qu'on est ici. Et donc, chaque décennie, ils font une présentation un petit peu de tout ce qui se passe ici en Belgique, et notamment qui concerne l'immigration. Donc, qui dit 60e anniversaire, dit 4e génération. C'est la 4e Donc, une question génération. qui se pose, mais qui s'impose. Est-ce que vous croyez que la 4e génération, le Marocain aujourd'hui, il est intégré? En Belgique, ben, s'ils sont nés ici, évidemment, ben, ils font partie de l'espace. Donc forcément qu'ils sont intégrés, mais peut-être qu'il y a des disparités par rapport à une certaine attitude ou un comportement, mais tout est explicable. سي احمد الورطاسي وجدت لك شي حوايج كعرف كنخدم شويه في الريزو سوسيو قلبت عليك مزيان Aïe. وي وبان لي واحد السيد هذا السيد الورطاسي مين جيتي هنا يمكنك سيتي الورطاسي tout enfant. Je devais avoir entre 9 et 10 ans. 9 et 10 ans. Oui, à peu près. Vous êtes venu à quel âge ici? J'avais 5 ans, j'étais né. D'accord, racontez-moi un petit peu de cet enfant. Cet enfant, donc je suis né à Oujda et j'ai vécu 5 ans là-bas. J'ai encore de très bons souvenirs par rapport à ce vécu. Et puis un jour, mon père est venu et il nous a amenés ici. Donc un regroupement familial finalement. Et là, c'était un petit peu dur quand même. Vous avez trouvé vite votre place parmi vos collègues, vos amis? Ici, le contexte était un peu particulier parce que je n'ai pas été à l'école au Maroc. Et je n'avais aucune notion pour démarrer dans une école ici en Belgique. Et en plus, on m'a mis en première primaire directement. Donc je n'ai aucune notion, je ne connais pas l'alphabet, je ne connais pas les nombres, rien du tout. Et donc je découvre directement, donc on arrive le 16 novembre, je pense que le 20 ou 21, j'étais déjà en classe. Déjà en classe. Et donc je suis un peu perdu évidemment. Donc c'est là, c'était là. Là, je vais vous montrer, chers téléspectateurs, vous allez voir, comme c'est l'Ortassé, en pleine image, avec un petit cercle là-dessus. Il n'a pas changé de tête, C'est la deuxième année, ça. Belle surprise pour vous, ça, ces photos? Oui, mais comment est-ce que... Oui. Secret. Vas-y, dites-moi, parlez-moi de cet instant, de cette phase de votre vie. Ici, c'est la deuxième année primaire, donc on avait un instituteur particulièrement pédagogue. Et donc, il nous faisait découvrir tout ce qu'on pouvait avoir besoin pour continuer notre scolarité et surtout une solidarité entre élèves. On nous appelait les écoliers à l'époque. Ce n'étaient pas des étudiants, c'était les écoliers. Voilà, et donc c'était une belle année, une très belle année. Une très belle année. Il n'y avait pas de problème, je dis, vous ne vous sentez pas seul, isolé, une autre culture, vous venez d'Oujda. Je ne crois pas, 5 ans, vous n'avez pas assez de bagages culturels pour sentir cela. Mais il y avait quand même un petit changement. La langue, au niveau de la langue, comment vous avez fait pour apprendre le français? Oui, il a fallu quand même quelques mois avant que je puisse être autonome. Et donc, la découverte, c'est ma maman qui me l'a dit, elle m'a dit que chaque fois que je voyais une plaque, une écriture ou des mots, n'importe quoi, sur des panneaux publicitaires, je m'arrêtais et je mémorisais. Et puis je rentrais à la maison et je retranscrivais ce que j'avais vu. Peut-être. Sans interdit, Matouch. Non, c'est pas des plaques de signalisation routière, c'est des plaques de rue, des enseignes
dans les magasins, etc. Ah oui, bien sûr. Comme ça, tu mémorises et en même temps, tu apprends à lire et à écrire. Voilà, et je mémorisais bien parce que j'avais une mémoire visuelle très Photographique. développée. Très développée. Eh ben, machallah. Et quel parcours? Le parcours scolaire, le cheminement scolaire, scolarité? Comment ça a été? Donc j'ai fait les 6 années de primaire. Mhm. À 11 ans, donc j'étais déjà le plus jeune de la classe. Mhm. Parce que j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Il n'y avait plus de place en maternelle, on m'a mis directement en première primaire. Donc j'ai gagné une année. Donc je fais les 6 ans en primaire, puis je me retrouve dans un collège à Hucle, un collège réputé. C'est la commune voisine de Forêt. Oui, voilà. Et donc je fais mes secondaires, partiellement là. Et puis j'ai terminé donc mes humanités dans une école à Saint-Gilles, une Athénée royale à Saint-Gilles. Et là, l'enfant que vous étiez, il a suivi son chemin. La maman derrière pour les cours et tout. Pour la... C'est toujours ma maman qui était derrière par rapport au cours. Oui. Donc, Tariha, elle m'a Non, prêté- non. Ah. Non, elle, Elle était très pédagogue, elle était très... elle faisait ça très intelligemment, tellement intelligemment que je n'avais pas d'autre issue que de suivre la scolarité. Donc voilà le seul chemin que si tu veux réussir. Ben, je vais vous donner un exemple. Ouais. Donc à l'âge de 15 ans, moi j'en avais un peu Ah, marre. vas-y, voilà, 15 ans, l'adolescence. C'est l'adolescence. Et je lui dis, je rentre à la maison et je lui dis, c'était les vacances, ça c'était des vacances. Ouais. 15 jours de vacances. Et donc je lui dis, Ma, أنا غادي نريض قراية. القراية، غادي نريض. Ça fait. Et puis, je m'ouvrais de dire. Elle était sur une échelle en train de tapisser les murs avec du papier peint. Ah. Et je lui ai dit, غادي نمشي ندير l'apprenti mécanicien. كاع صحابي راهم خدامين وانا قاعد تمال ليكول سا me dérange. قالت لي واسمو هذا الشيء هذا تاع l'apprenti mécanicien. قلت لها نمشي 3 ايام لليكول ويومين في الكراج ولا الاتelier نتعلم. قالت لي هذاك الشيء اللي بغيت. قلت لها واه. وقالت لي روح للبيت نتاعي لهيه واحد بليزارها كبيره خاويه ديها كادو دير حوايجك عمرها بحوايجك والله يعاون. Direct. هكذا. Elle a serré son cœur, elle a... وي انا قلت لها انتم ما تفهموا والو. مون بير تي باراي تو ترافاي. قلت لها انتم كاع ما تفهموش انتم عمرهم ما تفهموا. وخرجت كان شويه البرد. درت تور دو بلوك دعوة ما تعجبش. بقيت نخمم. بقيت ندير الحساب. 15 à 18 ans, 17, 18 ans, je sors du secondaire. Je rajoute 4 ans. J'ai 22 ans à peu près, ingénieur. Bon, ça vaut le coup, quoi. Eh ben, Voilà, c'était ça le déclic. J'ai changé. Ah, c'est ça, bravo. Elle l'a fait très intelligemment. Eh ben, franchement, bravo. Et là, adolescent, vous étiez un petit peu révolutionnaire par rapport... vous voulez changer les choses, vous voulez un petit peu... Vous étiez mécontent. Moi, j'étais plutôt... Moi, je suis en train de m'approcher de la politique. Oui, j'étais plutôt aligné. Tout en sachant que mon maître show, il est apolitique. Bah oui. J'étais plutôt aligné sur des règles, oui. Mhm. Je n'étais pas révolutionnaire. J'étudiais. Ouais. Le soir, j'allais travailler comme étudiant. Ah, job étudiant, c'est bien, Job pour subvenir à étudiant. ses besoins. Oui, comme ça, j'étais vraiment autonome. Ouais. Et en semaine, en plus, après le travail d'étudiant, j'allais m'entraîner. Je faisais des arts martiaux. Des arts martiaux, impeccable. Et là, vous aviez la coupe de hippie, Bee Gees. Genre, on avait des cheveux très longs. Comme ça. Ah, celle-là, ça c'est une surprise aussi. Ah, je te lâche pas. Non. Mesdames et messieurs, c'est Lortassi, beau gosse, machallah, élégant, comme vous voyez. Donc, les années 70, Bee Gees. Ouais, c'était une... Parlez-moi de cette époque, c'est C'était l'époque où les jeunes avaient des cheveux très longs, des pattes d'éléphant. Vraiment, vraiment, très long. Ouais, et c'était court là encore. Hein. Eh ben. Habituellement, c'était un peu plus long. Et alors, on avait des pantalons pattes d'éléphant, Ah ouais. des chemises... C'est les années 70, ça. Avec des 60-70. Ouais. Des chemises avec des cols très longs, Ouais. des gros boutons. Peace and love. Peace and love, ouais. Et c'était vraiment une très très belle période. Et là, vous avez intégré une école d'ingénieur ou... Là, je commence à m'orienter vers les écoles supérieures. J'allais aller à l'université, donc ici à Bruxelles, pour faire des études de médecine. Mais ayant eu un petit handicap, on va dire, pour poursuivre dans ce domaine-là, je me suis orienté vers un domaine technique. Et donc, j'ai fait ingénieur technicien. Et là, vous avez travaillé dans ce domaine? J'ai travaillé, mais pas dans le domaine de spécialisation. En fait, moi, j'étais
spécialisé en microélectronique. Et je me suis retrouvé en télécommunication. Donc j'ai travaillé pour une compagnie ici pendant une dizaine d'années, au bureau d'ingénierie, donc tout ce qui était génie civil, mais ce qui concernait la télécommunication. Télécommunication. On va parler un petit peu de comment ça toucher un petit peu, frôler un petit peu votre statut politique, sans parler de la politique. Parce que vous êtes politique, un homme politique. C'est l'Ourtassi, il n'y a pas fumée sans feu. Donc, de l'ingénierie, le domaine de la communication, d'un seul coup, la politique. Pourquoi? Il y a quelqu'un, un déclencheur, il y a quelqu'un qui vous a... Oui, oui. Je crois que j'ai ma petite idée, mais bon. Attendez. Je crois que ça a commencé quand j'avais 17-18 ans. J'étais revenu de ce travail de job étudiant. Je suis rentré à la maison. La première chose que je faisais, c'était allumer la télé. Pour un peu accompagner, pour ne pas être dans le silence. Et puis j'étais à la salle de bain, et puis j'entends donc quelqu'un parler. C'était sur ORTF, c'était une émission française. Et j'entends que c'était un langage particulier, c'était un langage de haut niveau, vraiment un vocabulaire top. Et je me dis, tiens, c'est qui? Alors je reviens au salon, et je vois l'image, donc c'était le feu, le roi Hassan II. Ah oui, le roi Hassan II. Éminent, enfin c'était un homme politique hors pair. Et j'étais très surpris, parce qu'on n'avait pas Vous êtes l'habitude. resté bouche bée derrière son vocabulaire, sa façon de... On n'avait pas des émissions à l'époque, comme aujourd'hui, des émissions arabes, et on n'avait pas ça. Et donc je suis assez surpris parce que c'est le roi. C'est vraiment... Et j'enlève donc tout ce que j'avais mis sur le visage. J'étais occupé à me préparer à me raser. Et je m'assois, et donc j'écoute cette émission, je l'écoute. Et je suis séduit par la personne et par son éloquence et son vocabulaire. Alors j'ai commencé à retenir ce qu'il disait. Et puis après, je vais dans le dictionnaire. C'est un nouveau jargon, hein, pour moi. Et je découvre en fait que tout était lié à la politique. Et c'est comme ça que... Vous avez cette étincelle, cette... Ça s'est déclenché à ce moment-là. Et là, c'est ça ce que je veux. Moi, j'aimais bien, j'aimais beaucoup. Donc, vous disiez, je veux faire politique. Voilà. D'accord. Et là, vous avez, sans mentionner le parti que vous avez choisi, donc vous avez choisi un parti politique. Comment vous avez pu vaincre les membres, les chefs de ce parti pour vous prendre? Oui, en fait, j'étais dans un parti, bon, on va dire un parti. Ouais. Et donc, ils interviewaient, ou plutôt, ils faisaient... ils voulaient choisir des candidats potentiels pour leur liste. Et quand c'était mon tour, donc après quelques questions et autres, ils me disent, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous laisser comme souvenir pour qu'on retienne votre candidature? Il fallait les marquer. Voilà, il fallait se démarquer, voilà. Et je leur dis tout simplement, ben voilà, écoutez, moi, je suis l'enfant terrible de Forêt. Voilà, j'ai juste dit ça. Et c'est ça qui a fait qu'ils m'ont retenu. C'est moi le lion ici. Oui, le lion, ça fait beaucoup, mais plutôt lionceau alors. Ah ouais. Non, avec les cheveux, c'est un vrai lion. À ce moment-là. Si, pas. Alors, ils ont dit, c'est moi le chef ici, il n'y a personne qui parle. Je les ai surpris et ils m'ont pris. Mais ils ne me l'ont pas dit à ce moment-là. Donc, qui t'a poussé à dire ça, c'est moi le chef ici? Je ne sais pas, c'était intérieur. C'était le cas? Oui, c'est sorti comme ça, spontanément. Eh ben. Et là, ils vous ont pris. Ah, ils me l'ont avoué, après ils m'ont dit, voilà, pourquoi on vous a choisi, pour ce que vous avez dit à la fin. Donc, vous avez le statut d'un leader? Oui. Pas tout à fait, mais bon, ça c'est pas... Je n'aime pas tellement... Le mot leader? Non, c'est-à-dire qu'on peut être leader, mais il faut être humble. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Un leader, il doit être humble. S'il n'est pas humble, il n'est pas leader. Si vous êtes humble, ça va. D'accord. Mais pour ne pas trop tarder, vu que vous êtes, je crois que vous êtes en plein campagne, vous êtes en plein préparatif, je vous souhaite tout le succès. Comme chaque invité, on fait un petit jeu en fait. Et je vous invite à jouer avec moi, mais après ceci. Mesdames et messieurs, سادتي وسادتي سادتي أواني سادتي مرحبا بكم مرة أخرى مع سي أحمد الورتاسي. سي أحمد الورتاسي كوم بروميي جو غادي نهبط دابا نضدر ندير معك شوية كوميسار نقصر معك شوية
Bon, le premier jeu, c'est, comment dirais-je, je vous pose des questions et vous me dites qu'est-ce que ça signifie ce mot pour Ah, vous. d'accord. Alors, qu'est-ce que signifie ce mot pour vous? On commence par le code 1190. 1190. Ben, c'est le code postal de notre commune à Forêt. Ah ouais. Qu'est-ce que signifie Forêt pour vous? Mais c'est toute une vie, c'est 60 ans de vie au sein de cette commune. Ouais. C'est le développement personnel, puis le développement carrément de la commune. Il y a une expansion, un nombre d'habitants quand même qui se vaut, 56 000 habitants aujourd'hui. Et puis beaucoup d'espace pour tout le monde, des espaces pour, on va dire, le sport, hein, on va prendre le cas du sport. Il y a un développement considérable au niveau des constructions, au niveau des activités, des disciplines. Voilà. L'intégration. L'intégration est un mot un petit peu... Ça dépend des périodes. Il y a l'intégration naturelle et puis il y a l'intégration qu'on veut forcer. Et je crois qu'à ce niveau-là, je ne vais pas parler de moi, je vais parler par rapport à la généralité. L'intégration, elle peut être réussie que s'il y a le respect mutuel. Quand il y a le respect qui s'installe, on peut réussir une intégration. Et en fait, on ne devrait même pas dire intégration, on devrait dire assimilation ou autre terme qui montre qu'il y a des avancées en matière de rapprochement entre les communautés. J'ai assisté à un débat et un jour, un monsieur qui m'a interpellé avec une petite déclaration que ça m'a vraiment plu. Il dit que l'intégration, ça veut dire participer au développement du pays qui vous accueille et respecter la loi de ce pays. Est-ce que c'est le cas? C'est ça l'intégration, justement, c'est ça. Il faut à la fois garder ses valeurs, parce c'est une richesse, mais en même temps, il faut aussi s'adapter au lieu où on est. D'accord. Le sport. Le sport, ben voilà, comme je vous ai dit là tout à l'heure, moi, le sport, j'ai voulu travailler beaucoup dans ce secteur-là. En tant qu'échevin de sport. Oui, j'ai commencé en 2006. Il y a eu un développement considérable au niveau des infrastructures, l'ouverture pour tout le monde, toutes les disciplines que l'on peut découvrir sont là, et on continue. Donc il faut... Le sport est un vecteur d'émancipation comme tout le monde peut le penser, mais en même temps, il permet aussi de réduire le nombre de jeunes dans les rues, dans les espaces. D'accord. Les études. Ah, les études, pour moi, c'est le cachet. Hein. Les études, c'est quelque chose de primordial. Sans études, on peut réussir sans études, on peut. On peut avoir de la chance, on peut avoir des moyens, on peut avoir des héritages Il y a des risques qui permettent de réussir. Mais les études, c'est personnel. C'est votre clé pour ouvrir des portes. Les études, c'est vraiment la base, à mon avis, de beaucoup de choses. D'accord. Les Diables Rouges. C'est une très bonne équipe, hein. Donc elle a très bien évolué. Elle est bien, c'est une bonne équipe. Les Lions d'Atlas. Très bonne équipe également, puisqu'elle a démontré lors du mondial. C'était une surprise. Donc il faut être fier pour les deux équipes en tout cas. L'intégration. On revient à l'intégration. Non, je m'excuse, pas l'intégration. Le vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est aussi la couche basique pour pouvoir justement se respecter. Et développer ensemble, travailler ensemble et construire ensemble. Est-ce qu'on peut recadrer, ou bien comment peut-on aider les enfants issus de l'immigration, tous en sachant que c'est la 4e génération, pour qu'ils évitent la délinquance et la radicalisation? La 4e génération, en fait, elle est un peu plus sensible. Elle veut exister, ce qui est naturel. Il faut lui donner les moyens d'exister. Et par conséquent... Quel genre de moyens? Surtout au niveau, d'abord, ils sont étudiants au départ. Puis après, ils décrochent ou ils continuent. Ceux qui continuent, c'est très bien, ils ont compris. Ceux qui décrochent, il faut aller voir pourquoi ils décrochent. Parfois, c'est l'attitude aussi de ceux qui enseignent. Si vous discriminez, vous avez des préjugés, ou vous n'enseignez pas bien le cursus, l'étudiant va décrocher parce qu'il n'est plus intéressé. Je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça. Il y a eu un moment
où il y avait un malentendu entre un étudiant et son professeur. L'étudiant n'a pas voulu décrocher, il a voulu poursuivre. Il avait un but, avoir un but dans la vie. Et il a demandé d'être entendu par ce professeur. Et ça s'est fait. À la fin du cours, il y a eu l'entretien. Et cet étudiant lui a dit, voilà, monsieur, est-ce qu'il y a un malentendu entre nous? Non. Le professeur répond non. Mais il y a, l'étudiant lui dit, mais il y a un ressenti ici qui fait que j'ai l'impression que... Vous m'en voulez? Pas directement m'en voulait, il ne voulait pas jouer à la victimisation, mais il voulait simplement montrer qu'il y avait un malaise. Et ensuite, l'enseignant a pris en considération ce que l'étudiant lui a dit, et tout a changé, à 180 degrés. Et l'étudiant a pu poursuivre, et il a brillamment terminé ses études. Je vois que vous êtes vraiment touché par cette histoire. On dirait que c'était l'histoire, c'était vous l'avez vécu en fait. C'était pas vous, mais bon, on dirait que vous l'avez vécu. C'était tellement. Donc j'étais témoin. Ah, vous étiez témoin. Donc je vois que ça vous a touché. Et certainement, certainement, c'est une mieux vaut en fait ouvrir un dialogue. Voilà. Donc lorsqu'il n'y a rien qui va, mieux vaut voilà. s'asseoir sur table Tout à fait. et parler. Parfois, il faut lever ces barrières en parlant. Mais en même temps, si vous vous expliquez, l'enseignant, il est sensible à ça. J'ai été enseignant, j'ai enseigné la 5e et 6e seconde, maths, physique. Et j'avais des étudiants brillants et fainéants. Ils étaient brillants, mais fainéants. Alors, pour susciter l'intérêt au cours, qu'est-ce que je faisais? Je les amenais au tableau. Ils devaient faire les exercices au tableau. Ils étaient surpris parce que c'était inhabituel. Mais ça a très bien réussi. Très, très bien réussi. Dernier jeu. Est-ce que vous êtes religieux? Encore une chance. Écoutez, la religion, en fait, c'est une sphère très privée. Au départ, quand on est au sein d'une famille musulmane, c'est comme un héritage. Mais il ne faut pas le prendre de cette manière-là. Il faut étudier la religion. Il faut y aller dedans, il faut s'interroger et puis prendre une décision. Mais pas de manière comme si c'était un héritage. Il faut développer, il faut s'intéresser. D'accord. Est-ce que vous êtes progressiste? Oui, bien entendu. Si vous n'êtes pas progressiste, vous restez à l'arrière. Est-ce que vous êtes conservateur? Pour certaines choses, oui. Est-ce que vous êtes libéral? Aussi. On peut être libéral, on peut être tout à fait... on peut tout à fait être libéral par rapport à certains secteurs, par rapport à son environnement, oui. D'accord. Est-ce que vous avez, pour juste une dernière question, durant votre cheminement scolaire, parcours scolaire, est-ce que vous avez rencontré des obstacles? À un moment donné, vous avez dit, bon, je laisse tomber, il y a beaucoup d'obstacles pour moi, et vous avez persisté, et vous voilà aujourd'hui là où vous êtes? En fait, moi, j'ai toujours aimé les études parce que je voulais faire plaisir à ma maman au départ. D'accord. Alors, quand on est jeune, on ne réfléchit pas plus loin. On se dit, tiens, puisque ma mère est contente, en juin, j'apporte mon diplôme de réussite. C'était comme ça. Chaque année, en juin, j'allais chez ma mère, parce qu'il y en a, quand je venais avec, le thé, le kahwa, la confiture et tout le truc. Et donc, il y avait comme une tradition. Et c'est comme ça que j'aimais beaucoup les études. Mais en même temps, après, quand on avance, quand on commence à avoir de la maturité et tout, on se rend compte, on a une conscience par rapport à ça. Donc, j'ai même fait un master par la suite. Pendant que je travaillais, j'ai fait encore un master en politique économique, justement pour un petit peu parachever ce parcours. Ben écoutez, monsieur Ahmed Louartassi, échevin des sports, je vous demande si c'est possible de regarder face à la caméra et un petit conseil pour les enfants et pour les jeunes d'aujourd'hui. Bien sûr aussi de l'immigration. Mais pour tous les jeunes, comme vous voulez, à vous de voir. Oui, salam alaikum. Donc le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est de continuer, de persévérer dans leurs études, parce que, c'est une clé pour le futur,
Et deux, par rapport aux parents, qui sont très sensibles à ça. Et quand les enfants réussissent, les parents se disent « on a réussi ». C'est important. C'est important. Est-ce que votre expérience, vous l'avez profité aussi pour le Maroc aussi? Est-ce que vous avez réussi des projets en tant qu'échevin? Qu'est-ce que vous avez apporté au Maroc? Qu'est-ce que vous avez, les projets que vous avez un petit peu réalisés? Vous avez réalisé le projet au Maroc? Une sorte de collaboration. Par rapport à la commune? Oui. Bien, entre 2006 et 2012, la commune de Forêt était dans un système ici à Bruxelles de coopération internationale. Et donc on travaillait avec Jrada. Jrada. Oui, Jrada. Et on passait par Barkhane, Oujda, Saïdia, mais essentiellement Jrada. Donc il y a d'autres communes qui ont, par exemple Saint-Gilles, c'est Barkhane. À l'époque, Molenbeek, c'était Oujda. Et d'autres communes du Nador, Hossima, d'autres communes qui ont d'ici, qui ont ce partenariat. Et donc on l'a développé pendant 5 années au niveau de l'informatique et de partage au niveau de techniques administratives entre les deux communes. On a appris d'eux et ils ont appris également d'eux. On a un échange de savoir et Oui, d'expérience. oui, c'était une très belle expérience. D'accord. Monsieur Ahmed Al-Wartassi, je vous remercie énormément au nom de téléspectateurs. Je vous remercie. Shukran, barakallahu fik, al-hudur dialek. C'était vraiment sympa de votre part. Je vous remercie également et je remercie Maghreb TV. Et bonne chance pour votre parcours politique, Inch'Allah. Merci beaucoup. أما بالنسبة لي لم يتبقى لي إلا أن أشكركم على حسن المتابعة. سيتي محمد العباني. إلى موعد آخر في أمان الله.